Bonjour à tous, nous sommes jeudi et nous sommes à nouveau au rendez-vous pour votre émission d'analyse de l'actualité. Anissé Kalosoke, bonjour. Nous voici donc à nouveau tout ce plateau et je propose qu'on discute autour de trois sujets. Un premier au plan national, un autre au plan international et puis le troisième qui est plutôt transversal au temps, aux générations et aux nations à travers le monde. Au plan national, on lui connaît cette extrême difficulté à nommer les gens. Ce n'est pas vraiment les acteurs politiques béninois soutien de Patrice Talon qui diront le contraire, mais de là à surcharger ses collaborateurs, eh bien, Patrice Talon apparaît un peu comme faire l'option quelque peu difficile à comprendre. Toi, super ministre actuellement dans son gouvernement, José Didier Tonato, le super des super ministres, du ciel et de la terre même, pourrait-on dire. Il s'occupe de ce qu'on peut appeler le ministère de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme d'un côté, les transports et les travaux publics de l'autre et plus loin, les mines, l'énergie et l'eau récemment il y a ensuite l'autre puissant, Romuald Wadaï de l'économie et des finances, lui qui signe désormais au nom de la coopération et des projets de développement. Et enfin, la ministre des Affaires sociales qui pose sur ses épaules le vaste département, le très vaste département de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle et tout ce qu'il y a comme élément à connaître. Anissé Kalosoke, est-ce que vous avez remarqué que Patrice Talon a de la difficulté à nommer les gens? Oui, c'est vrai. Il a de la difficulté à nommer parce que c'est l'un des rares présidents en Afrique qui ont laissé un ministre en poste de bout en bout au cours de leurs deux mandats. Oui. Et parmi ces ministres, je pense qu'il y en a qui se distinguent par une compétence avérée. Et je pense que ce qui arrive dans ce cas de cumul de portefeuille, c'est surtout une prime à la compétence. Pour ne prendre que l'exemple de Didier Tonato, c'est un cadre jeune qui, en 1987, était déjà un consultant international, qui a été révélé par Nicéphore Soglo. Absolument. Et qui a séjourné dans le département ministériel, oui. Voilà. Et qui, par la suite, lorsque Mathieu Kérékou était au pouvoir en 1999, est devenu directeur adjoint de cabinet du MEU, qui était le ministère de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme. Ensuite, directeur de cabinet en 2002 et 2004. Et qui, pendant qu'il était expert international, a formulé les politiques publiques en matière d'environnement et d'urbanisme. Il était normal que, lorsque Patrice Talon prend les rênes en 2016, il choisisse un cadre qui avait véritablement coché toutes les cases de la compétence et qui avait fait les preuves sur le terrain. Et depuis, nous observons que notre environnement a changé de façon qualitative. Nous observons que le département ministériel est géré d'une façon plutôt harmonieuse. Et c'est pour ça que lorsqu'on lui ajoute le département des transports, qui est, à mon sens, quand même un peu complémentaire du ministère de l'Environnement, il s'en sort très bien. Et c'est pourquoi le ministère de l'Énergie lui est encore confié. Donc, à mon sens, le premier critère, c'est la compétence. Oui, mais les gens disent compétence, mais il n'est pas le seul plus intelligent du Bénin. On est 12 millions de personnes quand même. Mais comme vous dites, Patrice Talon a particulièrement de la peine à nommer les gens parce que quand il détecte une compétence et qu'il a ses habitudes avec ce cadre, qu'il s'accorde parfaitement avec ce cadre, il a du mal à se détacher de celui-là pour aller chercher quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que dans le cas d'espèce, nous observons que parmi les ministres du gouvernement, ceux qui depuis 2016, lui ont donné véritablement une sorte de satisfaction sur le plan du travail qu'ils accomplissent, ont des charges de plus en plus lourdes. C'est le cas de Tonato, c'est le cas de Madame la ministre des Affaires sociales, et c'est le cas du ministre des Finances, qui est en charge aussi de la coopération, et la coopération qui engrange beaucoup de devises pour le pays. C'est normal que quelqu'un qui est le financier principal qui va sur le marché du partenariat des finances soit celui qui gère la coopération, parce que ce qu'il y a à l'intérieur de la coopération est directement relié au ministère des Finances, et le ministre Wadaï en la matière est a quand même une compétence qui est reconnue même à l'international. Donc je pense que c'est d'abord cette compétence-là qui est reconnue, même si je pense que, par ailleurs, Patrice Talon est un peu chiche quand il s'agit de dépenser l'argent public,
Parce qu'on le voit, il a dimensionné tous les projets, il a fermé toutes les vannes de sortie d'argent. Et je considère que, puisque chaque nomination donne lieu à des équipements, à des frais d'équipement, des frais de ceci et de cela, frais d'installation et tout ça, avec des salaires conséquents, bon, il s'abstient de le faire parce qu'il n'est pas nécessaire de le faire, d'autant que la troisième raison que je trouve, Patrice Talon ne s'inscrit pas dans la logique politicienne qui voudrait que tous les postes qui se libèrent soient immédiatement pourvus pour avoir pour engranger des voix sur le plan politique. Parce qu'à pareil moment, il y a 9 ans, on se rappelle qu'à chaque conseil des ministres, il y avait entre 50 et 100 nominations et il y avait un véritable balai orchestré pour caser le maximum de personnes afin que les bases électorales soient consolidées. Je pense qu'il n'est pas du tout dans cette logique-là. On ne sait pas pourquoi, mais on observe qu'il travaille en faisant fi des gains et des pertes politiques. On viendra sur l'aspect politique, mais on va constater un peu les conséquences, je dois dire les impacts positifs ou négatifs, en tout cas sur sa gouvernance. Collaborer avec la même personne pendant 10 ans peut installer une sorte d'immobilisme et de sclérose aussi, même au niveau de la personne qu'on exploite, qu'on utilise. Je vous l'accorde, mais ça peut aussi avoir l'effet contraire. Parce que les personnes qui cumulent au sein du gouvernement, quand vous regardez leur profil, quand vous regardez leur façon de vivre, ce sont des gens qui sont dévoués corps et âme à leur mission. Ce sont des bourreaux du travail. Ils sont reconnus comme tels, tous comme des bourreaux du travail. Donc, c'est des gens qui travaillent avec beaucoup de rigueur dans leur emploi du temps et qui s'attachent à obtenir du résultat. Tant que le président a les résultats, je pense qu'il a bien raison de vouloir rester avec une équipe qui gagne. Il y a aussi d'autres problèmes que connaît notre administration. C'est déjà la lourdeur qu'on lui connaissait au début, que de mettre tous ces éléments dans la main d'une seule personne, ça peut davantage alourdir, je dois dire, les démarches, les protocoles liés au traitement des différents dossiers. Mais on n'entend pas de plaintes dans ce sens. Oui, mais peu de ça n'est pas justement... Au-delà de tout, un ministre, c'est un chef d'orchestre. Ce n'est pas lui qui est l'instrument. Il n'est pas instrumentiste, il n'est pas chanteur, il n'est pas... il est coordonnateur. Et coordonner ne peut pas créer de véritables problèmes lorsque vous savez y faire et que vous avez une certaine expérience en la matière. Et je pense que par le ministère qu'ils avaient eu au départ, ils ont donné la preuve qu'ils avaient encore de la marge et qu'on pouvait leur ajouter des charges supplémentaires. Je pense qu'ils s'en sortent bien. Pour l'instant, on ne dit pas que l'administration béninoise est lourde parce que le temps où les projets arrivaient et qu'on n'arrivait pas à consommer comment vous appelez, l'aide qui était mise à notre disposition, ce temps est révolu. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait autant d'aide dans les tiroirs qu'il n'y en avait par le passé. Peut-être que les agences créées ça et là sont passées par là pour donner un coup de main, on ne peut pas dire... Effectivement, justement, ça fait partie comment on va dire, le schéma de direction que Patrice Talon a choisi. Il a fait en sorte que les ministères soient déchargés en partie de certaines attributions qui souffrent de leur lourdeur. Et les agences, justement, constituent, on va dire, une alternative à la lourdeur administrative. Mais la multiplication des dossiers dans les mains d'un ministre va avoir forcément comme implication, je dois dire, la diminution de son attention au fond des différents dossiers. C'est une évidence. Oui, mais à partir du moment où nous n'avons pas encore pour l'instant enregistré des difficultés parce qu'on a jumelé des ministères, je crois qu'on peut considérer que c'est une opération qui marche pour l'instant. D'autant que le temps qui reste à passer au pouvoir par Patrice Talon n'est pas si long qu'on soit obligé de ramener des gens qui mettraient 6 mois à maîtriser des dossiers juste à la veille de la passation de charges. Donc c'est normal que pour maintenir le cap et pour atteindre les objectifs tels que projetés dès le départ, Patrice Talon choisisse de ne pas ralentir le rythme en donnant la possibilité à d'autres personnes de venir s'insérer dans le système et de constituer un facteur de ralentissement. Mais c'est totalement ingrat au plan politique. Vous avez des partis politiques qui vous soutiennent, qui sont les souffres-douleurs même de vos actions, parfois difficiles à apprécier par les populations. Et comme leur retournez pas l'ascenseur, c'est une ingratitude. On peut voir ça comme ça.
Et je pense que c'est effectivement une ingratitude. Parce que les partis politiques ne soutiennent pas pour les beaux yeux du président de la République. C'est pour que les cadres soient positionnés, c'est pour qu'il y ait un véritable gain politique. Et lorsqu'on soutient l'action du gouvernement ouvertement et qu'on est connu comme parti de la mouvance présidentielle et qu'il y a beaucoup de cadres qui attendent d'être positionnés et que pendant ce temps, on préfère cumuler des charges plutôt que d'en nommer de nouveaux, oui, effectivement, il y a là matière à considérer que Patrice Talon est ingrat vis-à-vis des partis politiques. Mais il a peut-être fait le pari, ou plutôt il a peut-être pris le parti de préserver les intérêts de la nation plutôt que de céder à des intérêts politiques. Il y a aussi l'aspect que chez nous, la nomination a un volet plutôt social. Parce que ça permet une certaine redistribution, je dois dire, d'avenue. Quand c'est le fils de cette famille qui est nommé pendant un temps, la famille, en tout cas, souffle quelque peu, quitte à ce qu'après, une autre découvre un de ses fils au même poste. Là, on a mis fin à tout cela. On a l'impression qu'il n'y a que les mêmes personnes qui profitent, en griffe, je dois dire, des positions, des avantages des positionnements et des nominations. Oui, et c'est pour ça que vous avez l'impression que dans le pays, il y a une grosse morosité qui s'est installée. Parce que, habituellement, quand quelqu'un est nommé, comme vous dites, il y a autour de lui de l'oxygène. Et ce n'est pas que dans sa famille, il y a aussi les amis, il y a la famille politique, il y a le village, et parfois même la commune. Donc, aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus ce genre de mouvement qui permet de ventiler de l'oxygène, il y a de l'asphyxie par endroit. Et Patrice Talon en tirera les conséquences sans aucun doute, parce que ça peut compter dans le choix que les Béninois feront du soutien à apporter à tel ou tel candidat en 2026. Parlons du remaniement ou des remaniements ministériels. On a eu beaucoup de peine, hein? À peine, mettons, 3 remaniements, sinon quelques retouches techniques. On a colmaté les brèches ça et là. On a élargi des étoffes ici. On a enlevé quelques-uns par là-bas. Jamais véritablement un remaniement qui touche en profondeur son équipe. Pourquoi est-il si fermé? Il n'y a que lui qui peut se le dire. Mais quand on écoute Patrice Talon parler, on comprend très bien que le but principal qu'il poursuit n'est pas de faire plaisir à son entourage ni à sa famille politique. C'est d'être efficace dans l'action publique, c'est de laisser le maximum de traces et que, bon, pour le faire, il a besoin d'économiser autant que possible l'argent public et de réaliser les infrastructures avec. Parce que par le passé, effectivement, il y avait beaucoup de distraction de biens, de dilapidation de fonds dans les nominations qu'on faisait un peu à tort et à travers. Lorsque, au cours d'un conseil des ministres, il y a 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes qui sont nommées, ce sont des incidences financières qui accompagnent ça. Mais les autres diront que c'est les mêmes fils du PD qui en profitent. C'est ça, justement, qui faisait qu'on avait le sentiment qu'il y avait une véritable sociabilité dans, on va dire, l'action gouvernementale et même dans la redistribution des ressources de l'État. Aujourd'hui, cette redistribution est assez, on va dire, limitée à un certain nombre de personnes. Et c'est normal qu'en face, il y ait beaucoup d'aigreur parce que, bon, il n'y a plus ces bonnes vieilles marches, même pour les gens qui ne sont pas nommés, il n'y a plus ces bonnes vieilles messes pour les gens qui ne sont pas en poste et qui, par ces biais-là, pouvaient profiter quand même à travers les personnes qui sont nommées et qui venaient demander des messes, qui venaient demander des marches, qui allaient dans les villages et dans tous les recoins pour parler en bien du régime et mettre les gens suffisamment à l'aise pour qu'on se dise, bon, ce régime-là, il est le nôtre, on doit le soutenir. Comme je l'ai dit, Patrice Talon ne se soucie pas des gains politiques et des pertes politiques. Et ça peut avoir un revers pour lui en 2026. C'est évident, à moins qu'il ait une façon très particulière de gérer ces affaires-là, ça devrait jouer parce que on est heureux que en suivant une personne qui vous rend heureux. Et comme on dit, bon, un cabri ne suit pas quelqu'un qui n'a pas de lèvres fraîches. Et si demain, il y avait une personne qui avait de lèvres fraîches face au camp de Patrice Talon, et Patrice Talon pourrait en souffrir. Il pourrait en souffrir.
pour positionner son candidat. Sauf que, effectivement, quand on regarde, je crois qu'il a pris les dispositions aussi pour que personne n'ait véritablement de l'herbe fraîche à proposer pour que les gens suivent tout bêtement parce qu'il y a juste de l'herbe fraîche. C'est évident qu'aujourd'hui, c'est difficile d'avoir en tout cas des acteurs qui organisent, comme vous le dites, les vieilles messes, les vieilles marches pour davantage, mettons, mobiliser les populations. Ça fait un peu que ça dort au plan politique et au niveau du pays. Justement, c'est ce genre d'action qui faisait vivre le pays, qui donnait le sentiment que nous étions dans une démocratie très active et très vivante. Et de ne plus faire ça aujourd'hui nous donne tous le sentiment que bon, la démocratie est en train de mourir d'asphyxie et on considère que une bonne démocratie doit être celle dans laquelle les citoyens sont en mesure de distribuer de l'argent, et d'en gagner beaucoup et d'en distribuer. Est-ce que c'était une bonne chose? Je ne suis pas si sûr que ça, parce que cet argent qui circulait, nous sommes tous d'accord que ce n'était pas véritablement de l'argent gagné de façon tout à fait honnête, ni tout à fait régulière. Donc, que nous soyons privés de ça ne peut pas constituer un véritable grief contre le gouvernement. C'est que peut-être nous sommes en train de rentrer dans une sorte de normalité de la vie politique qui voudrait que l'homme politique ne soit pas celui qui se croit obligé de construire un centre de santé dans son village, de creuser un puits quelque part, qui soit obligé d'aller scolariser les enfants de sa commune, mais celui qui travaille pour la communauté, pour le bien de la communauté, de façon, on va dire, désintéressée, sans attendre un gain politique en retour et surtout sans corrompre les gens pour se faire élire parce qu'à ce moment-là, on n'est plus dans la vérité. Il y a aussi que ce style de gouvernance peut aider à couver aussi des tares, parce que chaque gouvernement ou chaque gouvernance a toujours ses tares. Ça va couvrir les tares le plus longtemps possible, parce que c'est le même système, les mêmes personnes en place. Ça peut cacher mieux que quand on est parti. Et l'avantage dans ce cas de figure, c'est qu'il va y avoir une recomposition en 2026 et tout cela permet d'acquérir de l'expérience et de commencer à un moment ou à un autre par savoir qu'est-ce qui nous convient dans tout ça, qu'est-ce que nous retenons, qu'est-ce que nous rejetons. Est-ce qu'on n'avait jamais appris de nos expériences? On a l'impression que chacun vient faire ses expériences en dépit de ce qu'on a pu faire par le passé. Quoi qu'on dise, je pense que nous faisons quand même une certaine expérience parce que c'est que la gouvernance que nous avons aujourd'hui est la conséquence de ce que nous avions eu depuis 35 ans. Donc, ce sont les tares générées par les gouvernances, les différentes gouvernances qui ont amené aujourd'hui à penser qu'il y a des réformes à faire. Tout le monde était d'accord sur les réformes, même si, bon, par ailleurs, on fait des critiques sur la façon dont les réformes ont été conduites. Tout le monde était d'accord qu'il fallait des réformes. Donc, il y avait des travers. Et tout ça constitue une expérience. Ce que nous faisons actuellement aussi sera analysé après un certain nombre d'années. On retiendra ce qu'on retiendra, on rejettera ce qu'on rejettera. Et puis, c'est comme ça qu'une nation se construit de toute façon. Parce que chaque président, comme je me plais à le dire, a gouverné en fonction des contingences de son temps, en fonction des ressources disponibles et en fonction de la configuration politique du moment. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui gouverne à la façon dont il gouverne, tout simplement parce qu'il y a un tableau qui permet de dire nous avions à un moment eu ceci, ce n'est pas bon, à un moment nous avions eu cela, il faut corriger. Donc, toute expérience est bonne et je pense que nous sommes sur la bonne voie de toute façon pour finir par trouver à la fin le bon cap. Allez, on va passer à notre deuxième sujet, il est au plan international. Donald Trump qui a appelé 5 dirigeants africains à une rencontre d'affaires et diplomatique hier, notamment le mercredi, après avoir insulté tout le continent du pays de Berthe lors de son premier mandat à la tête des États-Unis. Changement de cap dans la politique des États-Unis envers l'Afrique? Changement de cap de Donald Trump. De Donald Trump. Qui, au cours de son premier mandat, considérait que les pays africains n'étaient pas dignes d'intérêt. En les mélangeant avec Haïti, il nous avait qualifié de pays de merde. Et avait considéré qu'il fallait peut-être parler du bout des lèvres avec les pays les plus puissants. Et c'est pour ça qu'au cours de son premier quinquennat, de son premier mandat du moins,
il n'avait reçu que les présidents du Nigeria et de l'Afrique du Sud. De l'Afrique du Sud. Bon. La locomotive économique. Les locomotives économiques. Aujourd'hui, il a eu le temps de repenser sa politique africaine et il y a des contingences, il y a des situations qui l'obligent à revoir ses considérations d'hier. Parce qu'aujourd'hui, la Chine fait des avancées spectaculaires en Afrique. La Russie fait des avancées spectaculaires en Afrique. Or, le continent africain recèle des ressources immenses. Et si les États-Unis restent les bras croisés en regardant la Chine et la Russie s'accaparer de toutes ces ressources-là, il arrivera bien un moment où ils s'en mordront les doigts. Donald Trump, qui est un homme d'affaires, a bien perçu la nécessité d'aller en concurrence tout de suite. Et il ne fait pas dans la dentelle. Il ne fait pas dans... non, il ne fait pas le protocole il ne fait pas, non. Et il ne fait pas non plus semblant, comme les autres, de dire, bon, je vais en Afrique avec l'aide et c'est sous le couvert de l'aide qu'on fait tout ce qu'on fait. Il dit, j'ai des affaires à proposer. Si vous êtes d'accord, venez, on va discuter affaires. C'est aussi simple que ça. Donc, les pays qui vont là-bas vont discuter de commerce, vont discuter de sécurité de l'immigration et vont discuter aussi de la géostratégie parce que dans un pays comme le Gabon, je pense que les États-Unis envisagent d'installer une base militaire pour pouvoir être compétitifs dans la sous-région. Ensuite, tous les pays qui ont été invités, les 5, sont des pays qu'on peut considérer comme des scandales géologiques, qui ont des ressources à revendre, du pétrole, de l'or, du gaz, du manganèse. Et quand on considère un pays comme la Mauritanie, qui a presque 900 indices de ressources minières, il y a lieu, effectivement, de s'intéresser à ces pays-là. Donc, Donald Trump ne s'intéresse pas à l'Afrique parce qu'il y a des gens là-bas avec qui on peut collaborer. C'est un homme d'affaires qui s'intéresse aux ressources qui sont en Afrique pour que les autres ne s'accaparent pas de ces ressources-là au détriment des États-Unis. Mais on a vu quand même que, mettons, évidemment, ce n'est pas que ces 5 pays qui sont nantis du point de vue ressources minières, ressources sous-sol, mais il en a choisi que 5, peut-être pour commencer d'abord. Je pense que c'est peut-être pour commencer, mais c'est peut-être aussi parce que ces 5 pays représentent des indices très élevés. Ces pays-là présentent des indices très élevés. Récemment, il est allé mettre fin à un conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Oui. Et je pense qu'il ne les a pas fait pour leurs beaux yeux. Il l'a fait parce que la République démocratique du Congo est un pays mais très très riche du point de vue des minerais. Et partout où il y a les terres rares que Donald Trump tente d'avoir en Ukraine, il s'intéresse. Il s'y intéresse. Et tous les pays là ont des terres rares qui sont aujourd'hui une matière extrêmement importante dans l'aéronautique, même dans les équipements militaires et dans, on va dire, en général, l'électronique. Donc, les terres rares sont importantes, le pétrole est là, le gaz est là, mais le troisième point sur lequel j'insistais tantôt, c'est que il y a une sorte d'immigration sauvage à partir d'un certain nombre de ces pays-là, notamment du Sénégal et de la Mauritanie. En 2023 et 2025, on dénombre quand même 20 000 jeunes Mauritaniens qui sont passés par le Nicaragua pour entrer aux États-Unis. C'est un vrai problème et je pense que Donald Trump a envie aussi d'arrêter la saignée de ce côté-là. Je crois qu'il est en train de faire d'une pierre 3 coups à la limite. Le repositionnement des États-Unis sur le continent, la négociation, je dois dire, d'affaires avec ces pays qui quand même disposent de richesses assez intéressantes et puis surtout de satisfaire à sa politique d'enfermement sur soi, notamment sa politique d'immigration. Mais il y a la présence de 2 pays qui, ma foi, me laisse un peu perplexe. Mettons le Libéria, qui est un pays à un passé difficile aussi, même si on ne sait pas s'il continue d'avoir un peu le diamant qu'on lui connaît et là qu'on ne connaissait pas par le passé. On a quand même que le dirigeant actuel du pays a été invité, tout comme d'ailleurs le Bissau-Guinée aussi, là-bas où il y a une sorte d'instabilité politique
méthode chronique où les coups d'État sont assez violents et sanglants. Justement, je vous le disais tantôt, Donald Trump ne s'embarrasse pas des considérations politiques. Oui. Il ne veut pas savoir ce qui se passe dans votre pays. Sinon, un homme comme Ambalo, qui était dirigeant de la CEDEAO il n'y a pas longtemps, et qui a quand même chassé la CEDEAO récemment parce qu'il voulait s'éterniser au pouvoir, pouvait avoir des difficultés à entrer aux États-Unis. Oui. Mais Donald Trump est dans les affaires. Et la Guinée-Bissau reste un pays qui a beaucoup de ressources minières inexploitées, tout comme le Libéria dont vous parliez tantôt. Donc, c'est une industrie très artisanale qu'il y a dans ces pays-là. Et Donald Trump pense qu'en s'installant par là, en premier, parce que les autres n'y sont pas encore, en prenant cette terre-là tout de suite, il a des chances de concurrencer valablement les autres qui mettent de la forme dans ce qu'ils font, qui tiennent un peu compte de la configuration politique. Pour être un allié de la Russie, il faut avoir une certaine politique nationale. Pour être un allié de la Chine, c'est pareil. Donc, eux, ils viennent pour dire, bon, nous venons vous aider, et puis après, bon, on voit ce qu'on peut faire ensemble, parce qu'ils ne disent jamais, nous venons pour vos minerais. Donald Trump, il vient, il dit, ce qui se passe chez vous, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai besoin de ce qu'il y a dans votre pays, et on voit ensemble comment on négocie pour que j'ai ce que je veux, et que vous ayez aussi ce que vous pouvez demander. Oui, donc c'est aussi clair que ça. Mais comment est-ce qu'on investit dans des pays où politiquement c'est instable? Comment est-ce qu'on s'assure de la garantie de la sécurité justement de ces investissements? C'est là mon inquiétude. Ah oui, vous avez raison de vous inquiéter, mais il faut voir aussi que dans tous ces pays-là, en dehors peut-être de la Guinée-Bissau qui est un peu en situation difficile, Donald Trump a peut-être analysé que Ombalo ne partira pas de sitôt et qu'on peut traiter avec lui. Parce que j'ai l'impression qu'il pense que ce pays-là va connaître une stabilité sur un certain nombre d'années encore. Et bon, c'est toujours bon à prendre, plutôt que de considérer que, bon, comme il y a un problème, il faut laisser, et de constater que les autres, après, sont venus s'installer. Donc, oui, les États-Unis sont en train d'installer leurs machines, non pas humanitaires, mais économiques et purement commerciales. Oui, mais on a une certaine idée qui est partagée par les Africains. Quand ça commence à s'intéresser de trop près à vos richesses, ça passe toujours par la case guerre et violence. Faut-il commencer à s'inquiéter pour ces pays maintenant que les États-Unis commencent justement à s'intéresser de si près? Faut-il le rappeler, partout où ils sont passés, derrière eux, on a eu de la fumée, de la ruine et des mettons, des sites incandescents qu'ils ont laissés derrière eux, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, tout ce que vous voyez, cités un peu plus loin de l'Afrique, qui sont, ma foi, des foyers assez incandescents encore de lutte. Ben, vous venez de le dire, ce sont des foyers de lutte. Parce que lorsque les États-Unis s'installent, les autres puissances ne considèrent pas que c'est leur chasse gardée. Ils passent aussi par d'autres enfants du même pays pour faire la concurrence, et c'est ça qui crée les Donc il faut commencer à s'inquiéter pour ces pays. On devrait peut-être commencer à s'inquiéter, parce que les États-Unis ne viennent pas pour que vous ayez la paix. Ils viennent pour que vos ressources soient exploitées. Et après, ce qui se passe, ça ne les concerne pas trop, parce que la plupart des guerres ont été déclenchées, comme vous le dites, par les Américains, et c'est toujours en quête de ces ressources-là qu'ils viennent s'installer et que la guerre suit. Donc oui, il est bien possible que les contrats que signent aujourd'hui les chefs d'État qui sont installés dans ces pays-là ne soient pas respectés par ceux qui viendront les déstabiliser et les enlever, parce que ceux-là seraient d'une autre obédience et seraient affiliés à d'autres puissances internationales, comme la Russie, comme la Chine, qui auraient certainement aussi leurs hommes sur le terrain et qui voudraient, sans aucun doute, évincer ceux avec qui les États-Unis traitent aujourd'hui. Donc c'est pour ça que, oui, effectivement, partout où il y a beaucoup de minerais et où une puissance vient commencer à s'installer, il faut craindre qu'effectivement, il y ait d'ici peut-être quelques années de vraies frictions qui vont finir par dégénérer. Et pas que ces pays pour s'inquiéter, il y a aussi que la France devrait en principe aussi s'inquiéter de ce tête-à-tête-là. J'ai quand même 3 pays francophones qui sont sollicités là. Et quand on dit pays francophones, c'est forcément des intérêts franco-français qui sont aussi là-dedans. Est-ce qu'il y a vraiment des chances pour les Américains d'avoir déjà dit une part de leur intérêt garanti dans ces négociations engagées par Trump? S'il n'y avait pas de chance, les chefs d'État en question ne se seraient pas déplacés.
Si ces chefs d'État-là se sont On dit déplacés. souvent dans ma langue maternelle. Quand Oui, quand on vous appelle, il faut répondre. Et puis après, vous voyez si. de ce qui s'en suivra. Et je pense qu'ils ne sont pas suffisamment outillés et puissants pour tenir tête à un pays comme les États-Unis qui a les moyens, effectivement, de les faire plier. Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a d'autres personnes qu'on pourrait utiliser pour vous remplacer si vous ne répondez pas aux exigences qu'on vous impose. Les États comme les États-Unis qui décident d'aller s'installer ou d'aller à la conquête des terres quelque part, prennent toutes les dispositions pour que lorsque le plan A ne fonctionne pas, qu'il y ait un plan B et éventuellement un plan C. Donc, si les présidents avec qui on parle aujourd'hui ne sont pas réceptifs, on trouvera le moyen de les remplacer. Et l'Afrique va continuer à être dans le terrain d'expérimentation et de lutte. Tant que nous n'aurons pas tous ensemble compris que les autres ne sont pas là pour nous aider, mais toujours pour nous exploiter toutes les situations qui se présentent, nous aurons toujours ce genre de problème. Et je pense que nous en avons encore pour un moment à comprendre ça, parce que déjà, entre nous, nous avons du mal à nous accorder sur des choses simples. Mais Donald Trump n'a que, mettons, 4 ans. Je crois qu'il a déjà grignoté quelques mois dedans. Est-ce qu'il aura suffisamment le temps d'implanter justement ses grands intérêts américains là-bas? Et surtout, la forme qu'il prend, c'est assez moins diplomatique, c'est assez trop, comment dire, trop direct. C'est direct. Et tellement franc aussi que c'est désarçonnant à la limite. Si. Et je pense que s'il trace le chemin, ses successeurs, du moins, quels qu'ils soient, vont suivre. C'est juste qu'il y avait personne qui avait le courage de le faire. Et on habillait tout sous le couvert de la coopération et on y allait à pas feutrer, on faisait semblant. Mais bon, lui, il est allé franco, direct. Et ses successeurs ne feront pas machine arrière quand ils arriveront et qu'ils vont trouver un boulevard sur lequel ils peuvent surfer pour avoir le maximum de bénéfices pour les États-Unis. Donc, il est en train d'ouvrir une voie qui va rester ouverte. Allez, ça fait notre deuxième sujet. Je propose qu'on passe au troisième. Le temps, il s'en va assez très vite. Hein. L'autre sujet que je présentais comme transversal aux nations et au temps, aux générations, c'est la question du nationalisme, de souveraineté, d'indépendance, etc. Ces mots qui, mettons, ont traversé le temps depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours, en passant par le temps des indépendances et même d'après indépendance, avec les années 90 qui ont connu l'implantation de la démocratie en Afrique. Depuis tout ce temps, on a toujours agité le même mot. On a l'impression que c'est un serpent de mer qui apparaît à des saisons assez réguliers. Oui, ce sont des mots qui ont traversé les générations. Et la génération d'aujourd'hui a toujours tendance à oublier que ceux qui sont passés avant avaient eu les mêmes préoccupations. Aujourd'hui, vous voyez, quand on parle de nationalisme, de souverainisme, on a l'impression que c'est un concept nouveau et que ce sont des gens qui, aujourd'hui, pensent que nous devrions, en tant qu'Africains, nous comporter de façon à ce que nos nations soient souveraines, de façon à ce que nos nations soient nationalistes. Et pourtant, même avant l'indépendance déjà, il y avait la guerre de libération qui s'appuyait sur le nationalisme et sur le libéralisme. Et lorsque les premiers chefs d'État qui ont fait le combat pour la lutte de l'indépendance, qui ont fait le combat pour l'indépendance sont arrivés au pouvoir, leur leitmotiv au départ, c'était ça. C'était d'être indépendant, c'était d'être nationaliste, c'était d'être souverainiste, mais il y avait des limites à tout ça, parce que la puissance coloniale n'avait pas baissé les bras et avait transformé les locaux en néocolons, et ça a continué pendant un bon moment, parce que tous les pères de l'indépendance qui sont restés au pouvoir sont restés longtemps, à part Léopold Sédar Senghor qui a fait une exception vraiment en la matière. Et après, certains citoyens ont considéré que ça faisait un peu trop. Et il a commencé à y avoir une sorte de révolution par endroits. La révolution en Angola, au Mozambique, Samora Machel, dans le Maghreb même, avec Ouari Boumedienne, en Angola, Agostino Neto, au Congo, Marien Ngouabi, donc au Bénin avec Mathieu Kérékou. Donc par endroits, on a considéré que non, il faut réinstaller le nationalisme et
la souveraineté. Et ceux-là même ont trouvé le moyen aussi de s'éterniser au pouvoir jusqu'à un moment où une autre génération est arrivée pour dire, bon, maintenant on passe à la démocratie parce que nous avons galvaudé complètement le nationalisme et le souverainisme parce que nous étions affiliés aux pays de l'Est. Il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas nouveau. Hein? Tous les pays révolutionnaires étaient affiliés à la Russie, à la Chine, à la Corée et tout ça. Ce n'est pas nouveau du tout. Donc, après ça, la démocratie a duré le temps que ça a duré et il y a une nouvelle race qui est arrivée encore pour dire qu'il faut installer le souverainisme et le nationalisme comme si les pères de l'indépendance qui avaient signé les contrats qu'on dénonce aujourd'hui étaient des traîtres. Non, je pense que chaque pays, chaque génération vit selon son époque, selon ses réalités, ses défis du moment. Et ces défis sont généralement mal appréhendés puisque à terme, ça génère toujours une situation qui veut que l'on recommence tout. Et je dis ça par rapport au fait qu'aujourd'hui, les responsables qui sont installés à la tête des États du Sahel sont en train déjà de créer les situations qui font le lit d'une remise en cause d'ici 10 ans. Parce que quand un président a un mandat et que ce mandat lui est accordé sur la base d'un décret sans élection et qu'on dit que ce mandat peut être renouvelé jusqu'à ce que le pays soit pacifié et que rien ne dit selon quels critères on peut définir un pays pacifié, ça veut dire que c'est un mandat ad vitam aeternam et que les mêmes causes vont produire les mêmes effets et qu'après quelques années, on aura d'autres qui vont arriver pour dire arrêtez parce que ce que vous faisiez là, ce n'était pas le nationalisme, ce n'était pas le souverainisme, c'est nous qui amenons maintenant notre pays à être souverain et à être nationaliste. Donc je pense que c'est des mots passe-partout que nous avons utilisés et lorsque la plupart de nos pays se préparent à célébrer le 65e anniversaire de leur indépendance, il est utile que tout le monde puisse s'asseoir pour se dire, bon, ben, l'indépendance, qu'est-ce que nous en avons fait? Parce que sous la Révolution, je me rappelle bien, on disait que l'indépendance était nominale. Et parce que ce n'était qu'une indépendance nominale, il fallait balayer le 1er août et tout ce qui allait avec, et on a installé le 26 octobre comme le jour où le Bénin a pris son indépendance. Donc l'indépendance réelle, c'était le jour de la prise de pouvoir par l'armée, et le 1er août, c'était l'indépendance nominale. Ouais. Donc, ça n'a pas changé. Et ce qui se prépare dans les pays où le pouvoir est pris par les militaires, où on chante nationalisme, souverainisme, vous allez voir que c'est la même chose qui va se produire, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Donc, tantôt, on est acquis à ce qui se passe, et puis tantôt, on en a ras le bol et on veut passer à autre chose. Il faut, me semble-t-il, trouver le moyen de réajuster les politiques africaines pour que nous sachions au moins quel est le système politique qui convient à tout le monde et qui permet à tout le monde d'avancer. Parce que les remises en cause nous ramènent toujours en arrière. Et ces remises en cause ont lieu de manière cyclique. Vous voyez, je viens de vous le dire, il y a eu la période d'indépendance, les pères de la nation, qui à un moment ont été considérés tous comme des dictateurs. Alors même que c'est la puissance coloniale qui leur disait quoi faire. À un moment, on a dit qu'ils étaient tous des dictateurs. On les a remplacés et ceux par qui on les a remplacés ont été à un moment considérés comme des personnes qui conduisaient le pays à la perte. D'autres sont arrivés aujourd'hui et disent nous conduisons le pays vers le nationalisme et le souverainisme. Et je pense que le phénomène le plus nuisible est celui de ces présidents qui s'éternisent au pouvoir. Et aujourd'hui, quoi qu'on fasse, et quel que soit le régime considéré, la préoccupation d'un chef d'État, c'est de s'éterniser au pouvoir. Le Bénin est un peu comme une exception dans ce lot d'États qui, autour de nous, est en train de trouver les moyens de proroger ad vitam aeternam quelques pays anglophones. Bon, donc oui, avec quelques pays anglophones, mais autour de nous, là, tout de suite, dans les pays francophones, parce que le Bénin fait un peu une exception. Mais la préoccupation de tout chef d'État, c'est de s'éterniser au pouvoir en considérant qu'il est un sauveur, il est un messie, qu'il est venu trouver une situation compliquée et que c'est de son devoir de faire en sorte que le pays sorte complètement de cette situation avant
de passer le pouvoir. Et je pense que c'est à ça que c'est ce que nous observons dans le Sahel, qui peut-être va connaître une fin qui ne sera pas différente de ce que les révolutionnaires d'hier avaient connu. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que, malgré qu'on ait en tout cas chanté tout le temps, je dois dire, ces mots à travers le temps, qu'ils suscitent toujours le même engouement, la même passion, le même espoir chez les populations? C'est simplement que ce n'est que des mots. Nous n'avons jamais été véritablement indépendants. Tout le problème est là. Nous n'avons jamais véritablement été indépendants. Et quand vous n'êtes pas indépendant, vous ne pouvez pas être nationaliste, vous ne pouvez pas être souverainiste, vous ne pouvez pas être panafricaniste. Donc, c'est d'abord d'être indépendant qui est la condition sine qua non pour avancer. Comment faisons-nous pour être indépendants? Toute la question est là, parce que toute notre politique nous est dictée par les autres. Si aujourd'hui certains se sont séparés et ont commencé à dire, bon, nous prenons un nouveau départ, ils ont quand même décidé de s'affilier à une puissance qui leur dicte leur conduite. Ils vous diront jamais, ils ne nous disent pas notre conduite, c'est nous qui décidons, mais c'est faux. C'est faux parce que vous demandez de l'aide. Et quand vous demandez de l'aide, celui à qui vous demandez de l'aide, c'est lui qui dit dans quelles conditions vous obtenez l'aide. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, les pays du Sahel ne peuvent pas s'en sortir sans demander de l'aide à la Russie, ou à la Chine, ou peut-être à un autre pays. Donc, à partir du moment où vous demandez de l'aide, ce sont les autres qui vous disent à quelles conditions vous obtenez l'aide. C'est exactement ce qui s'est passé avec les pays de l'Occident qui nous imposaient la Banque mondiale comme l'ogre avec lequel il fallait absolument négocier. Ils pouvaient vous avaler, ils pouvaient vous digérer même, mais vous n'avez pas le choix. Vous devez aller négocier votre programme d'ajustement structurel. Donc, nous n'avons jamais véritablement été indépendants et je pense que le défi majeur, 65 ans après ce qui a été supposé, a été considéré comme l'indépendance, le défi majeur, c'est de travailler, de réfléchir et peut-être d'agir pour devenir véritablement indépendant. Ça va demander beaucoup de sacrifices, mais le problème, c'est que les Africains ne sont plus totalement dans la logique de faire des sacrifices parce qu'ils en ont déjà beaucoup fait. Et qu'ils considèrent que lorsqu'ils font des sacrifices, ça profite à un petit nombre. Et le petit nombre qui gère le pouvoir n'a pas le souci de rendre le pays indépendant. Chacun veut s'en mettre un peu dans la poche. Et puis le pays, bon, on laisse les problèmes à la génération à venir. Donc c'est ça le problème que nous avons, l'indépendance. Comment être indépendant? Comment dire aux autres que nous ne sommes pas d'accord avec leur façon de penser, que nous ne sommes pas d'accord avec les systèmes qui nous imposent, les thèmes de l'échange qui nous imposent. C'est nous qui avons la ressource et c'est vous qui dites à quel prix vous l'achetez, c'est vous qui dites de quelle façon nous devons le produire, c'est vous qui dites quelle quantité nous devons produire. Ça n'a pas de sens. Donc, sachant que l'argent est le nerf de la guerre et que ce sont les autres qui tiennent l'économie et qui tiennent même notre monnaie, à quel moment sommes-nous indépendants? Voilà la question. Justement, est-ce qu'il faut voir en ces dirigeants qui viennent, en utilisant ces mots, des imposteurs ou des gens sincères qui peut-être, au contact de la réalité, se trouvent un peu surpris et déboussolés ou désorientés? Parce qu'ils viennent toujours avec beaucoup d'espoir. Ils sont tous de bonne foi. Ah oui, sérieusement? Tout dirigeant, qu'est-ce qui se fait que... Tout dirigeant qui prend le pouvoir et l'exerce est toujours de bonne foi. Moi, je considère qu'il n'y a aucun président qui vienne à la tête d'un État pour rendre ses concitoyens malheureux. Mais il y a ce que vous dites, il y a ce que vous pensez, il y a ce que vous croyez avant de venir au pouvoir, et il y a la réalité que vous découvrez. À savoir que vous n'avez même pas les mains libres pour prendre des décisions. Ça veut dire que c'est des imposteurs, parce qu'avant de chercher à aller occuper un poste, c'est certainement qu'on a pris contact avec toutes les réalités liées justement au fonctionnement de ce poste et qu'on connaît les contingences liées à l'exercice du pouvoir affilié à ce poste. Non, quand on a rassemblé toutes ces réalités, on peut pas personne ne vous en parle avant que vous découvriez ces réalités. Ah oui? Ah non, personne ne vous en parle. Comment est-ce qu'on peut aspirer à diriger un pays sans savoir que le poste de président est astreint à des contraintes, mettons, qui peuvent être internes ou extérieures? Vous n'avez pas une idée très claire des contrats qu'il y a entre votre pays et les autres pays. Vous n'avez pas une idée très claire du contenu de ces contrats. Vous n'avez pas une idée très claire de la manière
dont on peut vous enlever du pouvoir lorsque vous ne marchez pas sur la ligne qui est tracée. C'est seulement quand vous êtes au pouvoir que vous réalisez ça. Que vous réalisez que si vous ne marchez pas droit, on a la possibilité de vous enlever tout de suite. Les États qui nous entourent, qui ont une certaine puissance, ont les moyens de créer une insurrection à n'importe quel moment. Ah oui? Ils en ont les moyens, ils en ont l'expertise. Et la raison du plus fort est toujours la meilleure. Il suffit de voir juste ce que Israël fait aujourd'hui pour se rendre compte que les puissances, lorsqu'elles veulent quelque chose, sont capables d'aller très loin. Et nous, pour l'instant, personne ne nous fait la guerre parce que nous sommes sensibles à ce qu'on nous dit, aux promesses qu'on nous fait, et nous trahissons facilement notre serment lorsque nous sommes en situation au détriment de nos concitoyens. Et ça fait que, bon, Laurent Gbagbo disait, je me rappelle, à un moment donné, on m'a posé des conditions et j'ai refusé de céder. Et voilà tout le problème que j'ai. Je me rappelle qu'il le disait. On m'a dit, donne le port. J'ai dit, je ne donne pas. Il dit, bon, si tu ne donnes pas le port, tu vas dégager. Il a dégagé. Et vous avez vu de quelle façon il a dégagé. Il est allé jusqu'à la CPI. Et vous voyez bien qu'on n'a même eu rien à lui reprocher, parce qu'il n'y avait rien à lui reprocher. Mais on avait déjà eu le moyen de le sortir et d'installer la machine qu'on vient installer. Donc, c'est comme ça partout. Quand vous refusez, on peut même vous faire assassiner par votre garde. C'est bien possible. Vous voyez, il y a des morts de chefs d'État dramatiques qui ne s'expliquent pas encore. Des chefs d'État qui ont été massacrés par leurs gardes rapprochés, qu'on ne peut pas expliquer. Mais c'est comme ça que ça se passe. L'ancien dirigeant nigérien me rappelle de mauvais Bon, souvenirs. et même récemment, le président tchadien qui a reçu, paraît-il, une balle dans le dos à un moment où... bon, bref, vous voyez, quand on veut vous nettoyer, on vous nettoie. Et vous avez vu ce qui est arrivé à Kadhafi. Vous voyez? Donc, si face à des adversaires, Kadhafi a fini comme ça, ce n'est pas nous, nos pays qui n'ont même pas les moyens de résister à une petite pression, qui peuvent éviter la pression. Je vous sens fataliste. Je ne suis pas fataliste, mais je suis réaliste, parce que je considère qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de possibilité, nous n'avons pas de moyens de résister à ce qui est en face de nous. La solidarité déjà peut être un moyen efficace. Mais celui qui a tiré sur Kadhafi, c'est certainement pas un Français, c'est certainement pas un Américain, c'est certainement un Libyen qui l'a fait. C'est ce que je vous disais tantôt. Les États en question ont les moyens d'instrumentaliser les citoyens du même pays pour déstabiliser leur propre pays. Ce n'est pas la révolution, le soulèvement qu'il y a eu en Libye, ce n'est pas les Français qui sont venus, ce sont des Libyens. Et je vous ai expliqué que c'était une grosse manipulation. C'est la même chose qui est arrivée en Irak. On leur a dit qu'ils auront la démocratie. C'est la même chose qui est arrivée en Irak. Est-ce que les Irakiens sont plus heureux aujourd'hui que sous Saddam Hussein? Non. Est-ce que leurs ressources leur appartiennent aujourd'hui? Non. Donc, voilà. Les pays en question se donnent les moyens d'obtenir ce qu'ils veulent, soit par la négociation comme le fait Donald Trump aujourd'hui, soit tout simplement en vous faisant la guerre pour c'est assez paradoxal qu'à travers le temps et en dépit des cas qui se multiplient, on arrive à prendre conscience que généralement c'est toujours par la manipulation qu'il nous Il arrivera peut-être, plutôt qu'on le pense, une génération d'Africains qui trouvera le moyen de dire stop. Parce qu'on a une compréhension de plus en plus claire des choses, des enjeux. Et vous voyez, dans le Sahel, aujourd'hui, on a eu le courage de chasser une puissance colonisatrice. Ce n'est pas banal. Ça veut dire qu'il y a des pas qui se font et qu'au fur et à mesure que nous avançons, nous arriverons à un moment où il y aura des Africains qui sauront résister. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et moi, je suggère juste que lorsque nous commémorons 65 ans d'indépendance, nous fassions le point pour savoir si nous sommes véritablement indépendants et si nous ne le sommes pas, comment on fait pour commencer au moins à manifester une certaine indépendance. Parce que, jusqu'à preuve de contraire, vous verrez que n'importe quel chef d'État qui est élu dans la sous-région, surtout francophone, doit d'abord aller faire allégeance à Paris et être adoubé par Paris. Sinon, il ne peut pas être chef d'État. Vous voyez? Vous ne pouvez pas. Nicéphore Soglo, à un moment, a commencé par s'intéresser un peu trop aux États-Unis. Vous avez bien vu ce qui s'est passé. Vous voyez? Donc, nous ne sommes pas encore véritablement libres de faire les choses comme nous l'entendons
Et il y a une réflexion à mener pour que nous commencions au moins à enseigner à la jeunesse qu'elle a une mission essentielle, celle de nous dépasser, nous autres, pour aller plus loin dans ce qu'il conviendrait d'appeler une indépendance réelle. Mais l'enseignement ne suffira pas, il faudra aussi montrer l'exemple. Et on n'a pas l'impression que nos aînés nous aident beaucoup. Ils ne nous aident pas parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne nous aident pas parce qu'ils sont entrepris par les personnes qui voudraient qu'il n'y ait pas une véritable politique cohérente pour sortir l'Afrique de l'ornière. Ceux qui s'opposent à un gouvernement ne s'opposent pas à ce gouvernement-là forcément parce que le pays recule. Ils s'opposent à ce gouvernement-là peut-être parce qu'on leur demande de le faire. Il y a des télécommandes qui disent ce président-là, il faut l'arrêter. Celui-là, il faut faire en sorte qu'il dégage. Et celui-là, il faut faire en sorte qu'il n'atteigne pas, qu'il ne réussisse pas tel projet. Vous voyez? Donc, il y a de ces choses-là qui se font avec les nationaux. Et c'est pour ça que les hommes politiques doivent faire attention à travailler pour le pays plutôt que pour d'autres intérêts qui ne sont pas des intérêts nationaux. Alors, quand on voit de près comment fonctionnent aujourd'hui les pays du Sahel, comme vous le dites, au Mali, on a pris un décret pour maintenant offrir un mandat sans limite à Assimi Goïta. Enfin, c'est un mandat renouvelable de façon indéfinie. Autant de fois que possible, tant que le pays n'est pas pacifié. Au Niger aussi, il y a eu des assises qui ont permis à ce que le général Tchani bénéficie aussi de cette transition-là. On se rappelle aussi que en France, lors d'une de ses visites aussi, Patrice Talon a dit qu'on n'est pas suffisamment, en tout cas, avancé dans nos habitudes, qu'on ne les a pas suffisamment ancrés pour penser à des changements qui perturbent un peu notre mode de fonctionnement. Est-ce que quelque part, ce n'est pas dans la droite ligne de la stabilité que, justement, ces chefs d'État ont fait cette option de s'offrir des quinquennats renouvelables autant de fois tant qu'ils n'ont pas pacifié le pays? Je suis d'accord avec vous que, je vous l'ai dit tantôt, ils sont de bonne foi. Et je suis d'accord avec vous que c'est en droite ligne de ce qu'ils pensent. Mais le fait est que c'est un idéal qui n'est pas partagé. Et c'est un idéal qui ne profite pas à tout le monde. Vous voyez que pour que ces pays puissent asseoir leur politique, il a fallu museler les partis politiques, il a fallu supprimer les libertés syndicales, il a fallu supprimer, brider la liberté de presse et exiler beaucoup de cadres. Ces cadres exilés ne vont pas rester indéfiniment des apatrides. Ils vont trouver le moyen de renverser le pouvoir dans leur propre pays pour pouvoir revenir. Lorsque Mathieu Kérékou était au pouvoir, ses vrais ennemis n'étaient pas les personnes qui appartenaient à d'autres nationalités. C'était les Béninois qui étaient à l'étranger et qui ont même, à un moment, organisé un coup d'État militaire en engageant des mercenaires pour venir renverser un président dans leur propre pays. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. Donc, tant que vous n'êtes pas dans le jeu politique et que vous n'êtes pas l'interlocuteur numéro 1, vous n'êtes pas au pouvoir, vous considérez que tous les moyens sont bons pour que vous vous installez au pouvoir et parfois, même quand c'est le diable qui vous propose une option, vous l'acceptez. Anissé Carlos Oké, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là jeudi prochain.